revenez dans cette rentrée littéraire, qui est un texte surtout courageux et indispensable, c'est parce qu'il aborde un sujet tabou, plus que tabou, interdit, et passé sous silence, celui de la guerre civile algérienne et sa tragédie, ce qu'on appelle aussi la décennie noire des années 90, qui est un véritable trou noir mémoriel en Algérie, en tout cas trou noir d'État, on va dire, et qui est très méconnu en France. C'est un texte choc indispensable parce qu'il révèle les ravages causés par l'islamisme radical, l'islamisme armé, les violences exercées sur les femmes, en particulier sur leur corps. C'est un texte choc et indispensable aussi parce qu'il interroge le sens profond de l'existence et parce qu'il soulève des questions brûlantes, celle de la mémoire et de l'oubli, celle de la filiation et de la transmission, celle de la condition du survivant et de la culpabilité qui l'étreint, celle de la liberté des femmes et de son rapport également avec le développement et l'épanouissement des sociétés, et bien d'autres questions encore. Et puis c'est un texte magnifique par son style, hein. Il y a un style Kamel Daoud, un style singulier, avec un rythme, avec, je dirais, beaucoup d'obscurité. C'est un texte dur, sombre, souvent cruel, hein, mais c'est aussi un texte poétique, un texte plein de tendresse et un texte avec beaucoup d'humour et d'espoir, hein. C'est aussi un texte de résurrection et d'espoir, ce roman. Donc merci infiniment pour ce texte Kamel Daoud et franchement son succès est amplement mérité. La première question que j'aimerais vous poser est celle de cette fameuse guerre passée sous silence, soumise à une amnésie forcée, hein. C'est un peu ça, hein, l'idée c'est vraiment une amnésie forcée du fait d'une loi, la loi de réconciliation, hein, de 2005, et j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur les faits, qu'on comprenne bien, que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Cette guerre civile, elle opposait qui et pour quelles raisons? Bonjour, merci d'être là, j'espère pouvoir être intéressant. J'ai été présenté comme écrivain algérien. En fait, je suis écrivain et algérien et français. Ce sont trois métiers et trois métiers très durs. Donc, ceci pour la correction. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un roman qui raconte une guerre civile qui n'est pas racontable, entre guillemets, qui n'est pas racontée, qui n'est pas transmise. En quoi cela concerne le reste du monde? Je pense que le reste du monde connaît un peu la même équation de menaces sur les libertés, sur la propriété du corps, sur la sexualité, sur l'indépendance, sur beaucoup de choses. Il ne s'agit pas uniquement d'un roman concernant l'islamisme. C'est comme si vous disiez qu'un roman d'Ismaël Kadare ou un roman de Kundera, il est là pour analyser le communisme. Il est là pour analyser la défaite de la liberté dans un système totalitaire qui, à l'époque, s'appelait le communisme, qui aujourd'hui peut s'appeler l'islamisme, où ça change. Pour moi, il s'agit des mêmes maladies. C'est toujours pour moi la même équation qui se pose. Il y a, de manière très simple et très primaire, je divise le monde en deux, des lieux où la vie est respectée, désirée, et des lieux où la mort est respectée et désirée. Et ce sont deux choses qui parfois s'entremêlent, changent de géographie, changent d'époque, mais on est toujours au même point. Relisez, et pour moi, quand je lis des écrivains de l'Europe de l'Est des années 60-70, on est toujours dans la même détresse, dans la même équation, dans la même souffrance et dans le même désir de vie et de défendre les libertés. Politiquement, pour ceux dans la salle qui sont algériens ou qui s'intéressent à ce pays, il s'agit d'une guerre civile qui officiellement a duré des années 90 jusqu'aux années 2000. L'Algérie, après l'indépendance, a été gérée par un parti unique qui était propriétaire du pays. On arrive aux années 88 et donc la chute du mur de Berlin, et un peu partout les partis uniques tombent l'un après l'autre. Ça arrive dès le début en Algérie d'ailleurs, je crois que c'est le premier épisode d'ailleurs avant l'Allemagne. Il s'ensuit une explosion de liberté. Et comme il se passe quasiment toujours dans le monde que vous appelez arabe, les libertés sont parasitées par les islamistes immédiatement. Donc 88, 89, la naissance du Front islamique du salut, 90, premières élections, 91, les islamistes gagnent les élections. Ils ne gagnent pas réellement, on est dans un système à la proportionnelle qui est totalement faussé. Au fait, le FLN avait fabriqué un système électoral où ils sont toujours gagnants. Et un jour, ça s'est retourné contre lui. Donc, le Front islamique du salut gagne les élections, les militaires qui sont les propriétaires véritables du pays annulent les élections, explosion de la violence, attentats, égorgements, etc. On commence par des attentats à Alger, on tue des militaires et des policiers, et puis ça va crescendo jusqu'au massacre de masse. On arrive à des massacres de 200, 300, 400 personnes, à 1000 personnes par nuit. Et c'était quelque chose d'énorme, il faut avoir vécu en Algérie à l'époque-là.
C'est Daesh avant Internet, avant les images, avant que l'on puisse en parler, et surtout avant que l'Occident ne puisse comprendre. Parce qu'à l'époque, les têtes les idéologues de l'islamisme étaient quand même accueillis comme des réfugiés politiques, comme des militants en Allemagne, en France, en Angleterre, et les islamistes étaient soutenus comme des victimes politiques spoliées de leur victoire par les militaires. Donc, on est dans cette guerre civile, elle va jusqu'aux années 99, là arrive un nouveau président, et on conçoit plus ou moins une loi qui démarre à partir des années 98, à peu près 97, c'est la loi sur la miséricorde, Ar-Rahma, et puis ça va jusqu'à 2005, la charte sur la paix et la réconciliation. Et cette loi, elle suppose, nous avons été appelés à voter oui ou non, pas à poser des questions, pas à nous interroger, pas à donner notre avis, mais oui et non. Et juste pour le détail, il faut que vous sachiez que les accords militaires entre les deux sont jusqu'à maintenant secrets. On ne sait pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont convenu les uns et les autres. Tout cela a été verrouillé par une loi d'amnésie et d'amnistie surtout totale. C'est-à-dire, toute plainte devrait être jugée irrécevable par un juge. Si une femme se présente en disant « telle personne, je l'ai rencontrée dans la rue, c'est lui mon violeur », le juge a obligation de juger la plainte irrécevable. Et avec ça, il y a beaucoup de lois qui sont... Enfin, la charte, il faut peut-être avoir la patience de la lire. C'est que la production éditoriale, le fait de l'évoquer, tout ça est puni par la loi. Donc, il y a eu un silence total sur cette période-là, et on est arrivé à une situation monstrueuse, et je finis sur ça, où les tueurs se promènent au soleil, ils ne sont pas jugés, ni jugeables, entre guillemets, désolé pour le néologisme, et ils bénéficient d'une pension, et souvent la pension est supérieure à celle des victimes du terrorisme. Et souvent, dans la même administration, au bout du couloir, vous avez deux bureaux qui se côtoient. L'un, c'est pour les terroristes et l'autre pour les victimes du terrorisme. Donc on est dans cette situation où on a externalisé un peu, et donc on s'est tous déresponsabilisés. Ceci est nommé en Algérie la tragédie nationale, comme si c'était quelque chose qui est venu par les Grecs. C'est-à-dire... c'est une tragédie, donc il n'y a pas de responsable, c'est des dieux qui sont un peu battus, etc. Donc il y a une volonté de déresponsabilisation. Qu'est-ce qui m'intéresse? J'aurais pu écrire un essai, je ne suis pas outillé pour ça. Je pense que c'est un vaste champ éditorial sur lequel on devrait se pencher à l'intérieur par les historiens et à l'extérieur par tous ceux-là qui sont intéressés par le remise en jeu des libertés à un moment ou à un autre par des fascismes politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enjeu de la liberté et du sens de la vie après la mort. C'est ce que j'ai voulu tenter d'écrire dans ce roman. Alors, je crois que ce qu'il faut souligner également, c'est l'importance de l'Algérie rurale, qui a le plus souffert dans cette guerre. Vous parliez de visites nocturnes dans ce qu'on appelle les égorgeurs, les katibas de Barbu, mais le jour, c'était souvent aussi les militaires qui passaient dans les villages, reprochant éventuellement aux villageois d'aider les islamistes. Enfin, la population était un peu prise dans un mytho. C'est ce qui est pas forcément facile à comprendre. Et vous avez couvert ces événements, c'est-à-dire que dans les années 90, vous étiez journaliste, même rédacteur en chef d'un des principaux quotidiens francophones d'Oran, et donc vous êtes allé sur place, vous avez vu des choses, vous avez surtout... Il y a le problème des chiffres, et ça c'est aussi très intéressant, la façon dont les chiffres sont un levier de pouvoir, parce qu'on peut les manipuler, et que les chiffres étaient un enjeu idéologique et politique particulièrement fort, le nombre de morts, et vous l'avez vécu en direct. Enfin, c'est beaucoup de choses à dire à la fois. Donc, effectivement, j'ai été journaliste dans les années 90 parce que c'était l'âge d'or de la presse algérienne. Il y avait l'explosion de la presse dite indépendante et surtout privée. Il y avait beaucoup de journaux qui se créaient et en parallèle, il y avait beaucoup de journalistes qu'on assassinait et qui s'exilaient. Donc les journaux, les rédactions recrutaient. Moi, je suis arrivé dans la rédaction, j'avais 22 ans, j'avais besoin d'argent. J'étais en dernière année de fac, donc je me suis pointé un peu dans les rédactions pour pouvoir travailler. Je travaillais dans le quotidien d'Oran qui était le principal journal francophone. C'est un peu le schéma à la française, c'est-à-dire il y a les grands journaux de la capitale, mais les plus hauts tirages, c'est en province. Donc c'est un peu, le quotidien d'Oran était à 200 000 exemplaires à l'époque, c'était une rédaction très jeune. J'ai été recruté. J'ai, comme toute ma génération, fait ce métier-là sans savoir quels sont ses risques réellement, dans une sorte de délire
d'intoxication réelle, à l'hyper-réel, et au métier. Je n'ai pas vécu ce journalisme de guerre, plus que certains ou moins que d'autres. On avait des euphémismes, on disait la couverture sécuritaire. Il y a un massacre, on nous envoie par les frais de mission, et puis on boit la moitié avant, parce que c'était des années de guerre, et les gens ne savent pas que la guerre, il suffit. Dans une guerre, on ne survit pas uniquement à la mort, on doit survivre au temps mort. C'est assez complexe. Donc, on y allait, on essaie d'obtenir un chiffre. Effectivement, dans les systèmes totalitaires, les chiffres, c'est quelque chose d'important. Par exemple, en Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'institut de sondage indépendant. Les chiffres réels n'existent pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'occulte. La manipulation des chiffres, elle est là. Pour la guerre civile, il y avait une bataille de chiffres incroyable. Les islamistes communiquaient un chiffre, on a tué 400 personnes. La dépêche d'agence officielle parlait de 43 personnes, et nous on était au milieu, dans les morgues, chez les médecins légistes, à chercher le vrai chiffre. Et puis il y avait l'éthique. Chaque soir, pour ceux qui connaissent un peu le système journalistique, on a une réunion de midi pour lancer le journal, une réunion de 18h comme maintenant pour fixer la une. On avait toujours les mêmes débats, parce qu'il fallait donner le vrai chiffre et jouer le jeu de la terreur, ou taire le chiffre et jouer le jeu du régime. Donc on était un peu dans ça. Donc les chiffres, c'est pour ça dans ce roman, l'héroïne Aube dit à sa fille qu'il faut que les chiffres reviennent. Moi j'aime bien la phrase de Marguerite Yourcenar, je crois dans Mémoire d'Adrien, qui dit que, je cite de mémoire, qui dit à la vérité, elle préfère cette chose simple qui s'appelle l'exactitude. Et je trouve, je suis un grand admirateur de Yourcenar. Et effectivement, c'est un... Bon, maintenant, l'Algérie rurale, le premier point de votre question. Je ne voudrais pas donner l'impression, parce que j'ai déjà beaucoup de monde sur le doigt à cause de ce roman, donner l'impression que j'amoindris la tragédie des centres urbains, disons il ne s'est rien passé à Alger, etc. C'est pas vrai. Il y a eu de la terreur, des morts, des assassinats. Mais il se trouve que le récit de la guerre civile algérienne est hyper urbain. Parce que les rédactions étaient installées dans les grandes villes, on ne parle que de cela. L'Algérie, c'est un pays rural, fait de villages. C'est un pays vaste, grand. Et ce qui se passait dans les villages est quelque chose d'atroce, parce que ça s'est passé dans le silence absolu. Le mode opératoire des terroristes était les bombes, les assassinats dans le dos, etc., dans les villes. Dans les villages, c'était le rapt des vierges, des gamines de 13 ans jusqu'à 20 ans. Donc c'était systématique. Et donc, les pères de famille, la première des choses qu'ils faisaient, c'était faire fuir les filles vers leurs cousins ou dans les grandes villes. C'était systématique. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai peut-être un avantage, ce n'est pas l'intelligence, c'est d'être né dans un village. Et ça m'a évité 3 choses. D'abord, je n'ai jamais été militant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tous les journalistes algériens quasiment, s'ils sont de gauche, des coloniaux, ils ont fait de la prison ou pas, je le respecte. Mais moi, je suis né dans un village où j'avais plus rapport à la terre qu'au slogan. La deuxième, ça me permet de parler aussi de cette Algérie vaste, et ça me permet d'analyser un peu mieux le réel algérien. Lors des soulèvements de 22 février 2019, je disais qu'on va vers l'échec, parce que c'est le premier d'ailleurs à le dire, parce que je voyais dans mon village, les gens, au moment, se sont retirés parce qu'ils n'y croyaient plus à la capacité de consensus des élites politiques. Et je le disais, tout le monde me tombait dessus, mais parce que j'étais un villageois. Donc je voyais les choses telles qu'elles étaient. C'est pas de l'intelligence, c'est juste la bonne ruse paysanne. Et aussi, j'ai un autre avantage par rapport à énormément d'intellectuels algériens, je suis bilingue. Et ça, c'est important. J'écris en arabe, je lis en arabe, et beaucoup des journalistes qui sont connus, des éditorialistes, ne sont pas bilingues. Et ça me frappe parfois leur méconnaissance qu'ils ont du pays. Et donc, pourquoi je vous en parle? Vous allez vous dire, c'est très loin, ça ne me concerne pas. Effectivement, si, ça vous concerne. Parce que quand des journalistes français occidentaux vont parler de l'Algérie, ils vont contacter cette clientèle francophone, qui vit dans une sorte de bulle, et qui, je ne dirais pas les intoxique, non, qui les contamine par un récit autocentré. Donc ça revient vers l'Occident, et on a des récits sur ce qui se passe en Algérie, qui sont totalement déconnectés de la réalité. Je lisais à l'époque, je vous raconte une anecdote rapide, le Hirak, je me rappelle, le soulèvement du 22 février 2019, moi j'étais à Oran, je descends voir chaque vendredi, il y a des manifs, il y avait 50 personnes, et il y avait beaucoup plus de policiers, et encore plus de gens qui filmaient pour Internet. Donc il y avait une fille qui pleurait dans les bras de son père parce que s'ennuyait, le tramway tardait. Donc c'était juste à côté.
Quand je regarde et je devais faire un papier pour El País, je remonte dans mon bureau et je commence à écrire. C'était 17h, l'heure de bouclage. Donc. Et je parle de... Et puis je vois sur Twitter, violente répression à Oran. J'y étais. C'est vrai que j'avais des flics frapper un peu, mais bon. C'était surtout des manifestants qui attaquaient les policiers, qui répondaient. Et il y avait beaucoup de gens qui filmaient. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Chacun joue la propagande comme il veut. Et en même temps, quand j'ai vu la photo de cette fille pleurant dans les bras de son père qui attendait le tramway, présentée comme une victime de la répression, je me suis dit, on ne gagne pas les grandes causes comme ça. C'est ainsi. Donc tout ça pour vous dire que quand j'ai écrit que j'ai vu Twitter grande répression, je ne le fais jamais, je ne réponds pas aux gens sur les réseaux, j'ai pas de réseau, mis à part Twitter. J'ai écrit à une dame qui habite Paris, je lui ai dit, écoutez, j'y étais, mais je voudrais juste savoir, ça se passe où cette répression violente à Oran? Donc, elle m'a dit, ça se passe à cette place. J'ai dit, j'en reviens, il n'y a pas. Elle me dit cette phrase que je trouve hallucinante, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Elle habite Paris. Alors, ce sont des choses qu'on ne peut pas raconter parce qu'on va vous accuser d'être un agent du régime pour apporter atteinte à la morale des troupes opposantes. Et je pense qu'en France, où la manifestation c'est un art de vivre, vous connaissez un peu ce genre de débat. Mais c'est pour vous dire que la ruralité a été importante pour moi, et ce roman, c'est un roman de la ruralité quelque part. Je voulais parler des gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas d'image, dont on n'en parle pas. Et c'est ainsi. C'est une loi de la vie. Un militant qui meurt fait beaucoup plus de bruit qu'un pauvre paysan perdu. Et encore pire quand il s'agit d'une femme. Alors là, c'est le silence absolu. On va bientôt venir au dispositif narratif et à l'histoire, mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne aussi sur quelque chose qui revient beaucoup dans votre roman, c'est la relation très particulière entre le souvenir de la guerre d'indépendance et le déni de la guerre civile algérienne, comme si finalement la guerre d'indépendance et l'obsession pour le souvenir de la guerre d'indépendance et l'obsession pour la France comme ennemi éternel, héréditaire et ainsi de suite, qui vous le dites démarre tardivement, dans le fond, c'est à partir du début des années 2000 qu'il y a cette obsession qui s'installe véritablement. Ce souvenir de la guerre d'indépendance omniprésent, cette obsession serait une sorte de souvenir écran pour justement qu'on ne voit pas et qu'on ne cherche pas à voir cette autre guerre qui ne dit pas son nom. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, elle ne dit pas son nom de la même manière que la guerre d'Algérie ne disait pas son nom du côté français. Tout à fait, il y a une loi du karma quelque part. On a longtemps hésité à qualifier de guerre d'Algérie, on disait les événements. Et actuellement, pour la guerre civile, on dit les événements. Je crois que, comme disait un ami psychiatre qui est mort, tout ce qui est refoulé revient d'une manière ou d'une autre dans le réel, à titre collectif ou à titre individuel. Les secrets sont dangereux. Il y a une très belle phrase de Nietzsche, une loi d'ailleurs, qui disait « Le secret du père, le fils le révèle ». Et d'une manière ou d'une autre, les secrets flottent, reviennent à la surface de l'eau. Donc, effectivement, il y a un récit algérien, c'est un récit fondateur de la nation algérienne, c'est le récit épique de l'indépendance. Je ne les oppose pas. Je pense qu'il y a un devoir de mémoire et de construction pour l'un, mais aussi un devoir de mémoire et de construction pour l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une guerre, qu'est-ce qu'on va faire des 250 000 de la guerre, morts de la guerre civile? On les oublie. Et ça m'a mené à une réflexion un peu plus... plus iconoclaste par rapport aux élites un peu au sud, c'est de dire que finalement j'en arrive à une conclusion monstrueuse que lorsqu'un musulman tue un musulman, c'est égal à 0. Mais lorsqu'un occidental tue un musulman, ça devient une tragédie parce que ça s'inscrit dans un récit universel de guerre. Ça me désole. Moi je ne vois pas de nationalité pour les morts. Quand ils meurent, ils ont une seule nationalité, c'est du marbre, dans le meilleur des cas. Et donc c'est un peu cette... Et j'ai vécu dans ce récit-là. Parce que le passé, ce que disait Patrick Boucheron, le passé, il y a une poétique de l'histoire. C'est-à-dire le passé, c'est surtout le récit qu'on en fait. Ce n'est pas la réalité. Et c'est un enjeu au fur et à mesure, ça change au fur et à mesure des générations parfois. On a un récit historique pour une période, on a un autre. C'est pas mon métier, j'ai pas envie de... C'est que moi j'ai vécu dans un récit de décolonisation qui était transmis par l'école, télévision, la commémoration, etc. Arrive la guerre civile, et là c'est autre chose qui se passe, et puis par la suite c'est l'effacement. Et cela me dérange, cela me pose un problème éthique, cela me pose un problème moral. Maintenant, effectivement, je suis éditorialiste et je réfléchis un peu sur les raisons, plus ou moins.
Et c'est vrai que j'ai remarqué que la surenchère mémorielle a explosé après la guerre civile. Et surtout soutenue par les islamistes. Si vous lisez la presse islamiste, c'est quasiment chaque jour il y a un édito ou un papier anti-français demandant les excuses, etc. Et je trouve ça aussi habile de leur part, parce que comment faire oublier l'obligation faite aux islamistes de demander des excuses au peuple algérien qu'ils ont massacré, c'est de déplacer la demande vers le passé. Et ça s'abrite. Mais dans le roman, c'est surtout cette histoire, cette angoisse que j'ai, qui est-on lorsque personne ne se souvient de nous? Est-ce que ce qu'on appelle identité, il n'y a pas d'autre mot, est-ce qu'il est construit par le récit de l'autre qui nous regarde, ou est-ce que c'est un noyau dur en nous-mêmes? Ma mère est atteinte d'Alzheimer. Et parfois, quand elle me regarde, elle ne me reconnaît pas. Je suis frappé de néant. Je me dis, qui suis-je? Quand celle-là même qui vous a donné la vie ne vous souvient pas de vous. Il faut se construire. Est-ce que nos actes suffisent à construire une identité? Est-ce qu'il faut un récit national, un passeport, le regard de nos enfants? Est-ce qu'il faut être aimé pour savoir que nous existons? Peut-être. Et elle pose peut-être l'équation de cette manière-là. Le seul moyen d'exister et d'avoir une identité, c'est d'être aimé. C'est la seule preuve que l'on existe. Sinon, on est des solitaires. Alors vous l'avez dit, hein, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Vous auriez pu l'aborder par l'essai. Hein. Il n'y a quasiment rien qui existe sur cette tragédie de la guerre civile. Peut-être quelques 2-3 livres qui existent, il n'y a pas de film, il ne reste aucune trace d'une certaine façon. Les historiens, évidemment, ne se sont pas penchés sur cette histoire. Et vous avez voulu sciemment l'aborder par la littérature parce que, a priori, c'est le seul médium, c'est le seul moyen de dire l'indicible, d'approcher peut-être au plus près des profondeurs de l'intime. C'est par la littérature et pas par autre chose. Et donc vous avez fait ce choix, évidemment, à travers un dispositif narratif original, puisqu'il s'agit d'un dialogue intérieur d'une jeune femme qui s'appelle Aube, vous l'avez dit, qui est une rescapée d'un des plus grands massacres de cette guerre civile, hein, le 31 décembre 1999 à Pchekala, 1000 personnes égorgées dans la nuit, hein, quasiment, dans plusieurs petits villages. Hein. Et Aube donc en a réchappé, elle garde de cette sombre nuit un stigmate cicatriciel, hein, une cicatrice de 17 cm, ses cordes vocales ont été tranchées, et c'est une narratrice muette, hein, qui est justement une sorte de métaphore de cette absence de possibilité de dire. Et donc elle entretient ce dialogue intérieur avec cet enfant qu'elle attend, qui est une petite fille en plus, et elle lui raconte un petit peu les événements, elle lui raconte sa vie, son destin depuis ce traumatisme originaire, et surtout elle essaie de lui expliquer pourquoi elle se questionne sur la nécessité de lui donner la vie ou non. Et tout le livre se déploie autour de cette problématique, Aube étant amenée à revenir sur les lieux et pour trouver des réponses, ou trouver de l'aide pour répondre à ces questions. Et on viendra à la fin on ne va pas non plus spolier la fin, mais en tout cas, c'est un livre aussi avec beaucoup d'espoir, encore une fois, et un livre de résurrection, autour de la question de la survie. C'est quoi survivre? C'est quel sens peut-on donner à la vie après un tel traumatisme? Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous ayez choisi une femme, et une femme enceinte, pour raconter cette tragédie. D'abord, ce n'est pas une métaphore. Je n'ai pas choisi une métaphore, une femme quasiment muette. Ce sont des femmes que j'ai croisées, des gens qui existent. Au fait, c'est assez troublant. Tout ce que je raconte dans ce roman est vrai. Il n'y a rien, je n'ai quasiment rien inventé. Mais en même temps, c'est pris dans le reste du monde comme une métaphore, alors qu'en Algérie, je risque des procès pour diffamation, etc. Quelqu'un m'a dit, vous avez placé une scène très caricaturale d'un salon de coiffure en face d'une mosquée qui a un cercueil. Il se trouve que ça se trouvait à côté de chez moi, à Oran. Et donc, c'était juste en sortant, j'allais acheter mes légumes et mes sardines, et c'était toujours, ça me fascinait cette mosquée qui avait un cercueil dehors. C'était presque de l'Uber pour les cimetières. Et en face, il y avait un salon de coiffure avec des affiches de femmes, avec des lèvres pulpeuses, etc. Et je n'ai rien inventé. Donc ce n'est pas une métaphore, ce sont des femmes et des hommes mutilés qui existent. Je demande souvent aux journalistes d'aller piocher dans les archives de photos de l'AFP, de Reuters, pour trouver ce genre de photos.
rien d'inventé. Dire la métaphore du récit impossible. Oui, oui, justement. Mais peut-être qu'un des bonheurs morbides du roman, ou du romancier, c'est que parfois la métaphore correspond de manière spectaculaire au réel. Donc cette femme qui ne peut pas parler, ce sont des femmes qui ne peuvent pas parler réellement. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Je pense que comme tous les Algériens, nous avons vécu cette guerre, ceux de ma génération et la précédente, nous avons chacun une histoire à raconter. Généralement, les Algériens, c'est après dîner, il y a un moment, ils commencent à parler de ça. Il y a un moment, ils vous parlent de ça parce que c'était... Je rencontre, je fais beaucoup de librairies, et ça finit toujours, il y a 2 ou 3 personnes qui arrivent en dernier qui pleurent. C'est quelque chose qui reste lourd à porter, parce que ça n'a pas le droit d'être dit, d'être raconté. Donc c'est très lourd. Cette impossibilité de raconter était aussi la mienne. Et on écrit un texte quand on a le bon prétexte. C'est une loi. Quand on a la bonne excuse, la bonne forme, le texte vient tout seul. J'ai écrit très très vite à partir du moment où ça se déclenche. Je donne depuis 3 jours l'exemple du vieil homme et la mer d'Hemingway, pour ceux qui l'ont lu. Il était une fois un vieux pêcheur qui n'avait rien pêché pendant 99 jours. C'est l'histoire d'Hemingway qui n'avait rien écrit pendant 3 mois. Et donc parfois la métaphore du livre correspond à l'angoisse de l'auteur, et il arrive à déclencher les deux, et ça s'écrit facilement. Ce sont ce genre de livres qui viennent parce que ça s'emboîte. Je ne sais pas si je suis clair, et ça coule. Donc à un moment, cette impossibilité de dire, j'ai pu la surmonter en imaginant, plus ou moins, des personnages qui sont dans l'impossibilité de dire. Et j'ai imaginé cette femme. Alors oui, vous allez me dire pourquoi une femme? Parce que dans toutes les guerres, j'ai vécu une seule, mais on peut lire, on peut trouver des images. Les femmes le payent. La guerre, elle finit pour les hommes de temps en temps, et pour les femmes, non. Et je lisais surtout les écrits féministes algériennes, celles qui ont participé à la guerre civile, surtout à la guerre d'indépendance, à partir de 57-58, qui ont rejoint les rangs, à partir du moment où le FLN a choisi un peu de sortir d'une image de guerre populiste et populaire, et de s'internationaliser. Et ces femmes qui sont battues, etc., arrivent 62, on leur dit bon, vous rentrez aux cuisines, c'est bon, c'est fini. Ça ne change pas. En fait, l'indépendance a été souvent pour les hommes, pas pour les femmes. Et les femmes continuent. D'ailleurs, en 2019, quand il y a eu le soulèvement contre le régime, je me rappelle très bien, le premier mois, il y avait les premières revendications féministes. Et là, même les démocrates ont tapé dessus en disant c'est pas le moment. Comment 62? C'est jamais le moment de toute façon. Il y a une désynchronisation permanente. Et je me suis dit l'enjeu pour les femmes est important parce qu'il incarne. La femme donne la vie, donc elle subit la mort. La deuxième des choses, c'est que je connais cette fascination morbide, mortuaire, qu'ont les islamistes et tous les fascistes envers la femme. Ils ne pensaient qu'à ça. La dernière fois, quelqu'un me dit, mais tu sexualises trop l'histoire. Il y a quelques mois, j'avais traduit les entretiens d'Al-Arabiya. C'est les aveux des femmes d'Al-Baghdadi, le calife de Daesh. J'avais traduit ça pour le journal pour lequel je travaille. Et ça n'a pas été repris par le reste, c'est quand même assez étonnant. Où la femme d'Al-Baghdadi, sa première femme, dit qu'il n'y avait ni califat, ni calife, ni quoi que ce soit. Dès la première année, il ne parlait que de vierges, de sexe et de femmes et d'esclaves. C'est ainsi. Si moi je l'écris, c'est stigmatisé. Si la femme du calife le dit, personne ne l'écoute. On est dans cette obsession envers les femmes, la sexualité, etc. D'où le titre. On y reviendra. Donc, à un moment, ça s'est déclenché, sauf qu'il fallait une bonne excuse. On n'écrit pas sans excuse. Sinon, ça s'appelle du bavardage. On écrit parce qu'on a vécu une grande histoire, parce qu'elle s'impose à nous, parce que c'est inévitable, parce qu'on est en prison. L'écriture est nécessaire. Et je me suis dit, quel est le dialogue le plus profond dans la vie? C'est celui vers la fin de la vie, quand on tient la main de quelqu'un qui va partir. Là, c'est un dialogue important. La langue devient pure, elle devient essentielle. On ne dit pas n'importe quoi. On dit l'essentiel. On dit les mots qu'on a nourris en soi pendant 40 ans parfois, pendant 50 ans. Les mots qu'on n'a pas pu prononcer pendant toute une vie. Et là, ils reviennent et vous avez ces moments là où un père se tourne vers vous sur le lit de mort et il vous dit « J'ai lu ce que tu as écrit, c'est bien ». Et ça, c'est important. Et je me suis dit, quel est le moment dans l'arc narratif de l'autre côté? C'est le moment de la naissance. Et c'est bien beau. Mais quelle est la personne qui porte la vie? C'est une femme. Et c'est elle qui parle à la vie dans son ventre. Je ne pense pas qu'il existe un dialogue plus intime. Je me suis aventuré, j'ai pris un risque. J'ai créé un personnage, plus ou moins, j'ai écrit en tant que femme.
j'avais peur, parce que je me suis dit, si on rate le coche, ce n'est pas bon. Mais je crois aussi que la littérature, elle est faite pour qu'on transgresse les limites. Je n'aime pas le wokisme actuel, il faut être black pour écrire sur la peau noire, il faut être ceci. Je disais dernièrement dans un entretien, à ce rythme-là, pour écrire sur les aventures d'un pêcheur japonais comme Yukio Mishima, il faut être pêcheur et japonais. Et à un moment, la littérature qui est universelle, qui fait que nous prenons des livres pour connaître la vie des autres, elle va devenir juste comme les notices de posologie des médicaments. Donc on achète le roman du pêcheur parce qu'on est pêcheur, et on lit le roman du pêcheur parce qu'on est pêcheur ou parce qu'on est japonais. Ça ne fonctionne pas. La littérature, c'est une transgression. Et Aube, donc la narratrice, s'adresse aussi à une future femme. C'est-à-dire, elle va avoir une fille. Et donc la question se pose de mettre au monde, de donner la vie à une fille dans un environnement qui haït d'une certaine façon la femme, le corps de la femme, et ainsi de suite. Bon, sans généraliser évidemment la société algérienne, mais en tout cas, vous posez la question de pourquoi les islamistes haïssent tant les femmes, le corps des femmes. Alors il y a des questions évidemment presque anthropologiques de filiation, mais il y a un problème de pulsion, hein, vous l'avez dit, par un libido mal assumé, enfin il y a un problème de la pulsionalité certainement à explorer, mais ce qui est le plus important, je trouve, c'est que votre livre est vraiment un livre qu'on pourrait dire féministe dans la mesure où vous mettez en scène des femmes fortes, des femmes martyrisées, mais des femmes fortes. Aube est une femme forte, est une femme libre, qui s'assume malgré l'adversité. Elle respire avec une canule, elle a les cheveux libres, sans voile, elle porte des vêtements près du corps, elle tient un salon de coiffure où les femmes peuvent, aux heures d'accalmie, entre guillemets, aux heures des prières, venir se faire épiler, se faire belle, se faire belle pour leurs hommes, d'une certaine façon, mais avoir cet espace de liberté à la fois d'entretien de leur corps et de parole. Tout ça en face d'une mosquée où un imam prêche, d'une certaine façon, la haine des femmes. C'est ça qui est paradoxal. Mais il y a aussi la mère de Aube, qui est orpheline, qui est avocate, qui s'appelle Khadija, et qui est une femme forte. Et on croise aussi Amra, qui elle est je dirais le dernier personnage féminin très important de la fin du livre, qui elle est une femme martyrisée, une femme qui a été kidnappée, qui a été violée, qui a été mariée à 3 djihadistes de suite, qui va avoir un enfant, et se pose la question du retour, effectivement. Comment revenir dans une société qui exclut ces femmes qui ont subi ces sévices, qui ont subi ces mariages forcés, qui ont eu des enfants, et c'est une problématique qu'on retrouve d'ailleurs en Syrie, qu'on retrouve en Irak, qu'on retrouve partout où finalement l'islamisme armé a fait des ravages. Et donc les femmes sont à nouveau les victimes de ce système. La question La question, c'est que vous avez voulu, d'une certaine manière aussi, mettre en scène des femmes fortes. Et c'est ça qui est important, parce que justement, on est dans une thématique de la parole confisquée, de la parole interdite, mais malgré tout, on a des gestes d'affirmation. Et ça, c'est très important aussi. Je ne sais pas, le jour où les gens tombent enceintes et accoucheront de la vie, je serais homicide ou hominiciste, enfin le contraire de féministe. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Non, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu pour moi était évident, la femme donne la vie. Et là, c'est une question de vie ou de mort. Comment voulez-vous que je raconte autrement l'histoire ? Et puis, il y a surtout ce syndrome du survivant. Quand on perd quelqu'un, ou toute sa famille, pratiquement on survit à une guerre, on se pose la question, pourquoi moi, je suis vivant et les autres non ? Il y a un sentiment de culpabilité profond. Et en Algérie, il est quasiment générationnel. La mort autour de nous, des êtres chers, a cette tendance qui est fausse pour moi, enfin, qu'il faut surmonter plutôt, de frapper de nullité nos vies, en disant que pourquoi je dois survivre, que ça sert à quoi ? Et, au fond, c'était cette équation-là. Parce que Aube cherche les raisons de vivre, mais elle ne les trouve pas. Et en même temps, c'est par amour qu'elle veut avorter de sa fille. Parce que à quoi bon venir naître dans... C'est un schéma récurrent. Je l'ai écouté hier avec Delphine, à la grande librairie Minuit, Delphine Minuit. Et c'est un schéma récurrent. C'est que parfois, les femmes qui ont été le plus malmenées dans leur liberté, elles endettent la génération suivante pour faire mieux. Et au début, elles s'opposent à cette tendance d'émancipation parce qu'elles se disent, je protège ma fille, ça va coûter énormément. Et à la fin, elles se rangent du côté
de leur fille pour le pousser aussi loin possible dans cette émancipation. On pose la question, qui est tout à fait légitime, parce qu'au fond, un pays, c'est quoi? C'est pas un drapeau, c'est l'endroit où on voudrait voir vivre ses enfants. C'est ça un pays. Et elle se dit, le monde n'aime pas les femmes. Pourquoi je vais accoucher d'une fille qui va subir le même sort que moi? On peut tuer par amour, c'est ce qu'elle pense. Et le roman, il est bâti sur cette quête d'arbitrage entre elle et sa fille. Sa fille veut vivre, mais elle ignore. Qu'est-ce que vivre? Combien ça coûte? Elle veut la tuer parce qu'elle connaît combien ça coûte, mais en même temps, une mère qui tue, qu'est-ce que c'est? Et tout ça, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Il n'y a pas de bonne réponse dans ce cas-là. Il n'y a pas de bonne réponse. Donc, j'ai pensé que les femmes, j'ai senti que les femmes étaient les meilleurs témoins de ce dilemme de donner la vie, ne pas la donner, porter la vie, ne pas la porter, octroyer la vie. C'est la grande question parfois. J'ai connu des gens, peut-être que même dans la salle, certains ont connu ce genre de dilemme. On se dit, qu'est-ce qu'on veut le mieux pour nos enfants? Peut-être qu'il n'existe pas. Parfois, c'est monstrueux de dire ça, mais on en arrive à ce genre de conclusion. Peut-être dans les démocraties où les choses sont apaisées, tout ce qu'on risque un redressement fiscal, ça ne se pose pas de cette manière-là. Mais dans des pays où la vie est précaire, elle est dangereuse, la question, elle est là. C'est des questions de vie ou de mort. On n'a pas le temps pour le reste. Et en même temps, on a tout le temps pour le reste. C'est pour ça que je voulais que ce soit des femmes. Donc au début, quand j'ai trouvé le prétexte pour ce dialogue-là, c'est venu d'un coup, une femme qui parle à une vie dans son ventre, tout le reste c'est facile. Ce que j'enseigne souvent, c'est que dans un roman, on tourne en rond, souvent quand on veut écrire un roman, c'est parce qu'on n'a pas le bon prétexte. À partir du moment où on l'a, c'est bon. Un vieux pêcheur qui n'avait rien pêché pendant 99 jours, c'est évident que la suite, elle est là. Elle arrive toute seule. Et l'écriture, les gens vous disent, bon, ça j'ai écrit ça très très rapidement, c'est parce que je l'ai porté il y a longtemps. Peut-être que par rapport à beaucoup d'Algériens, j'ai trouvé le moyen de raconter. Et que peut-être certains lisent ce roman parce qu'ils y trouvent le moyen de raconter. Et d'autres détestent ce roman parce que je me fais beaucoup attaquer, parce que j'ai enfreint la loi du silence et je parle d'autres morts que ceux-là qui ont été anoblis par le récit national. Et c'est ainsi, c'est tout à fait normal. Je n'espérais pas, je n'espérais pas, non, pour être honnête, je voulais que ce roman soit une réussite, mais je n'attendais pas à cette sorte de déflagration où certains me disent, j'arrive pas à y entrer, je n'aime pas. Beaucoup me disent le contraire, je n'arrive pas à en sortir. Et ils le lisent, ils le relisent. C'est assez troublant, bon, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi. Donc, mais j'ai estimé que c'était à la femme de raconter la guerre, parce que c'est elle qui donne la vie. Et quand les enfants meurent dans la guerre, elle perd plus que la vie. Nous perdons des enfants peut-être, mais elle perd une grande moitié de son corps. Tout le sens de la vie, peut-être pas lorsqu'une mère voit ses enfants mourir. C'est quelque chose que je n'imagine. Je ne peux pas dire que je la conçois véritablement, mais un peu, peut-être un peu, j'arrive à entrevoir ce néant extraordinaire que creuse la mort du fils et de la fille dans le ventre d'une mère et dans le corps d'une mère. Et même vous allez plus loin aussi dans vos déclarations médiatiques autour du statut de la femme comme clé finalement du développement et de l'épanouissement des sociétés musulmanes. On va peut-être pas non plus circonscrire aux sociétés arabes, mais effectivement peut-être que la liberté des femmes dépend de la liberté des femmes le bonheur d'une société, ou en tout cas son épanouissement et sa créativité et toute une série de choses qui sont bonnes pour la société dans sa globalité, pour le collectif. Oui, quand vous êtes écrivain d'origine algérienne, arabe, musulmane, enfin de l'autre côté des croyances, vous êtes interpellé sur vos livres, vos croyances, etc. Je le comprends, je le prends pas mal, au contraire, j'essaie de répondre. Et c'est un rôle dangereux. C'est comme si on interpellait, comme je disais, Kundera sur le communisme. Ils n'ont pas échappé, ils ont été jugés pour les mêmes délits que moi. Je peux être accusé d'être islamophobe, autant qu'à l'époque, Kundera ou d'autres étaient accusés d'être capitalistes ou impérialiste, parce qu'il s'agissait de ne pas accuser le communisme de l'époque. C'est la même équation qui se répète. C'est la même équation. Avec moins de talent pour les adversaires comme pour moi. Mais oui, moi aussi je réfléchis. Et je suis né avec ce sentiment d'humiliation. Je me disais, pourquoi nous on ne marche pas sur la lune? Depuis que j'étais gamin. Pourquoi nous on n'arrive pas à conquérir, à
à définir le centre du monde, à tracer la cartographie du monde, avec l'Afrique en haut et l'Europe en bas, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Ce sont des conventions de pouvoir, la cartographie. Pourquoi nous ne sommes pas puissants? Pourquoi on ne fabrique pas des fusées? C'est tout cela. Pourquoi nous ne sommes pas le centre du monde? Et ça m'a travaillé depuis que j'étais enfant. Je me rappelle très bien, j'avais 6 ans, 7 ans, les gens me disaient « Ah, mais regarde, dans la langue française, il y a ce mot d'origine arabe, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. » Moi, j'ai pas envie d'avoir 2 ou 3 mots. Moi, j'ai envie que toute la langue soit à moi et elle soit le centre du monde. Pourquoi être fier de 2 ou 3 mots qui se baladent dans la langue française ou occidentale? Et le présenter comme des preuves que nous étions des gens extraordinaires. Moi, ça ne m'intéresse pas le passé. Je n'y habite pas. J'ai toujours voulu être maintenant et être le premier maintenant. Et jusqu'à maintenant, on me le reproche. Ah, il veut des prix. Mais bien sûr, je suis sorti de mon village. Pourquoi? Pour être le dernier. Je veux être le premier partout. Je veux être riche, je veux être admiré. Je veux vivre pleinement. Je suis né pauvre. Les gens qui veulent de la pauvreté comme exotisme militant, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vécu pauvre. Donc, je ne veux plus jamais être pauvre. Donc, les choses soient claires. Est-ce que la réussite, je dis souvent pour faire rire mes étudiants, ce mythe qu'on a plutôt français, de l'écrivain génial, tuberculeux, qui a une chambre qui n'est pas payée, qui meurt, qui laisse un chef-d'œuvre. Absolument pas pour moi. Franchement, je vais avoir un pavillon, publier des best-sellers, avoir de l'argent et vivre. Après, bon, je mourrai comme tout le monde. Ce n'est pas plus égalitaire que la mort, parfois. Donc, oui, j'ai toujours... Et puis, il y a une réflexion. Pourquoi nous ne le sommes pas? Quand je vais dans mon village, je vois mes cousines, ou lointaines cousines, les jeunes filles, l'État leur a donné la possibilité d'être enseignées, d'aller à l'école. L'Algérie a fait beaucoup en termes de scolarisation, de vaccination. C'est un pays qui a fait énormément. Et puis, elles arrivent à 16 ans, 18 ans, et là, c'est la loi sociale et religieuse qui fait qu'on les enferme, on les marie, et elles disparaissent. Et chaque fois, je me dis, il y a combien de Marie Curie qui n'est pas arrivée à maturité? Combien de choses qui n'ont pas été dites? Combien de femmes? Combien de cerveaux qu'on a écrasés? Ma mère était hyper intelligente, je le dis. Et elle n'a jamais été à l'école. Chaque fois, je me dis, quel chirurgien elle aurait pu être? Quelle femme fantastique? Elle n'a jamais été. Parce que une histoire, parce qu'une croyance, parce que beaucoup de choses. Et le pire, c'est que cette avancée dans le monde qu'on appelle arabe, sur le droit de femme, etc., notamment en Tunisie, c'est en train d'être démantelé. Ça recule, ça recule. Nous nous enfonçons dans le Moyen-Âge au nom de notre identité. Et à la fin, nous allons revenir tous au désert. Et ça me plaît pas. Donc, oui, dans mes déclarations, j'évite de faire des déclarations. Bon, ça s'appelle une promo, mais je suis interpellé sur ça. Et c'est difficile de placer une parole juste dans le sens où, dans votre position, vous êtes soit un traître, soit un intellectuel de représentation. Dites ceci aux Français, il ne faut pas dire ceci, il faut dire ceci, etc. Et je dis toujours que je ne suis qu'un écrivain, j'ai droit à la fiction, et je ne représente personne. Et c'est ainsi. Donc, oui, le statut de la femme est pour moi, après des années de réflexion, est essentiel comme cheville de développement. On ne pourra jamais, jamais avancer en enfermant les femmes. Jamais. Surtout en les enfermant dans un fantasme, celui des houris. C'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer le titre, les fameuses vierges du paradis, tant fantasmées par les djihadistes. Et pour vous, c'est justement une façon de montrer que les femmes sont à aimer ici-bas et pas dans l'au-delà, d'une certaine façon, et que les houris sont des personnages un peu mortifères, voire complètement mortifères. Et c'est un motif qui est tout à fait important. Bon, après, je ne sais pas si Patrick Boucheron, quand vous parliez de régression vers le Moyen-Âge, aurait été... Non, c'est pas sur mes propos, je les assure. Surtout que si on regarde l'islam médiéval, c'est un petit peu aussi la période faste, les califes abbassides et ainsi de suite. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu des houris, parce que c'est quand même le titre de votre livre, et ça explique quand même beaucoup de choses. Les houris, je les ai rencontrés. C'est ma mère, ma soeur, ma fille. Donc, je les connais. En fait, le mot désigne ces femmes fantasmées dans le paradis pour lesquelles les gens meurent pour pouvoir... Les 72 vierges, ça fait sourire ici. On a l'impression qu'on parle de poupées métaphysiques gonflables. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent pour ça. Et qui tuent pour ça. Donc ce n'est pas une plaisanterie. Et ce roman, il est cristallisé autour de cette idée-là. Qui sont les véritables houris, le statut de la femme ici. Ma femme me disait, tu peux résumer ça dans les médias en leur disant, ils rêvent de femmes au paradis en nous faisant vivre l'enfer sur terre. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une réalité.
Mais ça en dit beaucoup aussi sur cette idée du paradis, cette idée de comment reporter sur après la mort la vie. Il y a quand même la vie, elle devient folle lorsqu'on reporte le tout après la mort. C'est comme regarder un film italien sous-titré en russe et doublé je sais pas, en chinois. Et à un moment, vous ne comprenez plus rien à l'histoire. Ou si vous essayez, c'est vous qui allez plonger dans le surréalisme. C'est un peu ça quand on parle du paradis. Je ne sais pas, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Moi, je ne remets jamais. On m'accuse d'être contre l'islam, etc. Je pense que c'est impensable. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous parlez moi de l'islam. Je dis non. Moi, je parle des gens que je rencontre. Moi, je ne vois que des personnes. On n'habite pas des bibliothèques. On habite des gares. Nous rencontrons des personnes. Donc, qu'on me dise que l'âge d'or, ceci et cela, oui, c'était l'âge d'or, mais pour le moment, on est fauché. Donc, je préfère discuter avec les gens directement. Et là, il y a des croyances qui posent problème. Est-ce que c'est dû au corpus? Non. Vous avez peut-être entendu ce que je répète ça dans les médias, mais un jour j'étais à Bruxelles et j'arrive en courant, c'était en retard. Dans la grande salle d'opéra, il y a une conférence et quelqu'un qui se lève et me dit, mais M. Daoud, je lis le Coran, je suis quand même effondré. Il y a des versets violents, il y a des. Je dis oui, les dieux grecs n'étaient pas des scouts. C'était des gens qui étaient violents aussi, ratent. Mais je dis au fond, j'ai dit, les livres sacrés, vous savez, si un cannibale vous mange avec un livre de recettes, c'est pas la faute du livre de recettes. C'est le cannibale qui vous mange. Donc, la vie, elle est ainsi faite dans son ambiguïté, sa monstruosité, etc. Les livres nous éclairent ou pas. Les livres nous aident ou pas, mais nous définissons nous-mêmes ce que nous voulons faire de ces croyances. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un couteau et un livre sacré. Tuer ou faire des sushis. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne suis pas dans le jugement d'une civilisation, d'une croyance ou quoi que ce soit. Je me méfie des gens. D'ailleurs, Job le dit à sa fille, méfie-toi, lorsque les hommes te parleront de Dieu, ils parlent d'eux-mêmes. Moi, je ne rencontre que des hommes et des femmes. Je ne rencontre que des tueurs et des gens bien. Je ne vois pas. Au mieux, je rencontre des livres. Mais le reste, ça ne me concerne pas. C'est le choix de chacun. Et toute religion est bonne, toute religion est mauvaise. Donc, je ne juge pas à partir de... Uri, pour moi, c'est comment on arrive à croire que la vie, c'est après la mort. Et on peut le croire, on a le droit. Mais en même temps, en marchant sur le corps de la vie ici, là, ça me pose problème. Et ça peut poser problème même à Dieu. Parce qu'il va se dire, c'est quand même, c'est quelqu'un qui achète un appartement F5 de 200 mètres carrés au centre de Paris, il l'offre à quelqu'un pour vivre dedans, et qui lui dit, non, moi, toute ma vie, c'est, je pense à la maison de campagne que je vais acheter. En fait, le monde est beau, il est mystérieux, il n'a pas de réponse, il est lourd, il est léger, il est magnifique, il est précaire, et il est là, et nous sommes là, et nous devons le vivre. Maintenant, la question de la vie après la mort, c'est une question de service après-vente, et c'est pas à nous d'y répondre. Alors, vous parliez de livres, il y a aussi un libraire dans votre nom, un libraire itinérant qui parcourt l'Algérie, qui s'appelle Aïssa, qui est lui-même fils de libraire. Son père a évidemment beaucoup souffert pendant la guerre civile, puisque, comme il est dit dans le livre, beaucoup de libraires sont morts de ne pas avoir vendu que des livres de cuisine. Et d'ailleurs, le thème de la cuisine et du cuisinier est important aussi dans le livre, puisque la plupart des djihadistes descendus des montagnes et revenus dans la société civile on leur a conseillé en tout cas de se présenter comme des cuisiniers du maquis et pas des terroristes. Donc c'est un motif aussi, je dirais, ironique pour toute cette histoire. Et en tout cas, si on revient au personnage d'Aïssa, il incarne une forme d'hypermnésie, c'est-à-dire que lui-même ne rencontre personne qui puisse croire à ce qu'il raconte en boucle. Il y a un contexte de répétition, une compulsion de répétition en tout cas, puisqu'il essaie de raconter ce qu'il a vécu. Lui-même a été une victime du terrorisme pendant la guerre civile, et donc il ne rencontre personne qui ait foi en ce qu'il dit, et surtout il a une mémoire hallucinante qui se souvient de tous les massacres, de toutes les occurrences de massacres, et qui incarne donc cette absence d'oubli. Alors, évidemment, c'est une question qu'on vous a beaucoup posée, mais c'est une question qui finalement reste tout à fait brûlante parce qu'elle concerne aussi
d'autres pays que l'Algérie, bien évidemment, on pense au Rwanda, on pense à l'Afrique du Sud, dans cette perspective de réconciliation qui, vous l'avez dit, en Algérie est finalement difficile, enfin, c'est même pas difficile, c'est interdit parce que justement c'est une amnésie forcée. Quelle est la part du souvenir et de la mémoire dans finalement ce qui pourrait être une réconciliation en Algérie? Et j'imagine tout ça passe aussi par l'école, parce qu'il y a la question de la transmission qui est fondamentale dans votre livre. Hein. Qu'est-ce que O veut transmettre, ou peut transmettre à sa fille à naître? Et donc cette idée de la filiation et de la transmission est tout à fait centrale et fondamentale. J'ai tendance à croire que la question de la filiation est fondamentale dans le monde qu'on appelle arabe. Qu'est-ce qu'on veut faire? On sait qu'est-ce qu'on fait des ancêtres. On a des livres, des encyclopédies, des contes, des religions, des rites. Il y a un mode d'emploi des ancêtres incroyable, mais on ne sait pas ce qu'on fait des enfants qui vont venir. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On n'a pas la conscience écologique, elle n'est pas très développée, etc. Aïssa, pour reprendre la logique de votre question, c'est un personnage que j'ai connu. Vous savez, en Algérie, à l'époque où vous avez publié Meursault, les libraires font du sacerdoce. Vraiment, c'est de la lutte réellement. Et parfois, ils voulaient que je vienne pour signer parce que ça relance les ventes, etc. Et le pauvre, le libraire, il vient me chercher à 400 km. Moi, je fais 400 vers Alger, lui, il vient de Betna jusqu'à Alger. On reprend la route très tôt le matin avec des cartons de livres pour faire les villages. Les gens arrivent. C'est une aventure. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir, à l'époque, pensé à filmer ça. Ça aurait été un beau documentaire sur comment survivent les livres et les libraires. Et on partait comme ça avec 2 cartons de livres et on arrivait dans un village, le pauvre libraire qui avait assez de sous pour nous payer un repas, je signais. Et parfois c'était des scènes hallucinantes. Je me rappelle d'un village en Kabylie, il pleuvait. Et j'arrive et la librairie était pleine de gens debout. Moi j'étais assis donc ça me mettait mal à l'aise. Il n'y avait pas de chaise, tout le monde était debout, il pleuvait, il y avait des corps dehors. Et le libraire, il m'a fait quand même un coup. Il a dit c'est Kamel Daoud, il a posé le micro, il s'est retiré. Et il y avait quand même dans la salle 100 personnes qui me regardaient. Je ne savais pas quoi leur dire, franchement. Et il y avait en eux une sorte d'attente. Parce que vous arrivez, je sais qu'est-ce que c'est la vie dans un village. C'est ce qu'il est de plus proche de l'éternité parfois, ou de la routine dans l'autre sens. Et donc, je ne savais pas, j'avais besoin au moins d'une question, de quelque chose qui relance. Je peux parler, je sais prêcher, vous l'avez remarqué. Mais 100 personnes dans une salle, quand il pleut dehors, il n'y a rien, et qui me regardent, je ne savais pas comment justifier mon métier, ni mon existence. Et donc, c'est un peu ces gens-là. Et un jour, je revenais avec un libraire aussi. C'était la dernière fois, c'était, je pense, en mars, il y a 2 ans, et qui me parlait un peu de ses souvenirs. Il y avait des livres à l'intérieur. Et parfois, un écrivain le sait. Il y a des rencontres, on se dit, lui, il est là. Il est là. Et quand j'ai commencé à écrire, il est revenu. Et c'est vrai, c'est une sorte de Cassandre. Il lit le passé, sauf que personne ne le croit. C'est un passé à part. C'est un passé il n'a pas le droit de le dire, d'ailleurs. Il va dire, il y a eu tant de morts, et à un moment, ils lui disent, mais c'est pas vrai. Il disait, mais je donne le nom, le prénom, etc. Il disait, mais c'est pas vrai. On sait très bien que c'est une histoire, c'est des Français qui ont comploté, ou c'est des Juifs, etc. Et puis, c'est pour ça que je parle de ce passé qui est difficile, parce que vous parlez de réconciliation dans d'autres pays, effectivement. J'ai lu Jacques Aranda, que je lis parfois avec jalousie, dans le sens, pas dans le sens écriture, c'est dans le sens, c'est un pays quand même qui a fait un processus. La réconciliation, ça suppose qu'on parle, qu'on dise, qu'on assume, et qu'on regarde l'autre dans les yeux, et qu'on demande pardon. À partir de là, on peut construire une réconciliation. Mais quand le tueur vous croise pour vous dire combien coûtent les oranges, le monde est détruit. Il y a quelque chose qui est faussé dans le monde. Donc, Aïssa, c'est un peu ça. Mais quelqu'un m'a fait remarquer aussi, un écrivain est toujours en dessous de son livre. C'est tant mieux. Il m'a dit, Aïssa, c'est un homme, il peut parler. Elle, c'est une femme, elle ne peut pas parler. Est-ce que j'y pensais d'une manière très intelligente, etc. C'est pas vrai. Je dis souvent, pour écrire un roman, c'est comme on peut choisir l'oreiller, l'autel, le lit, on ne pourra jamais choisir le rêve. On peut être dans le 5 étoiles et faire un cauchemar, dormir dans un TGV et faire le plus beau rêve de sa vie. Donc, c'est un peu comme ça un roman. La filiation, oui. Je le pense toujours. Quand on me pose la question ici en France, beaucoup de journalistes, M. Daoud, pour vous, quelle est la première des choses à faire en France? Et je dis, surpayer les enseignants du CP. Parce que ça se passe là-bas. C'est à l'école. La tranchée de la guerre, c'est à l'école. Si on a
des enseignants prolétarisés, on aura des générations qui ne comprendront pas, qui ne liront pas et qui seront hors du contrat culturel, social et j'aime pas le mot national, mais d'appartenance. Et donc la question de la transmission est fondamentale. Alors, c'est pas par génie que je l'ai compris, en regardant les islamistes en Algérie. L'école, ça a été le premier cycle. C'était dès le début. Dès le début, ils voulaient l'école. Ils l'ont dit d'ailleurs au régime à un moment, ils nous dit bon, on va retirer vos gains électoraux, out. Je dis d'accord. La légende raconte qu'ils ont accepté d'être éjectés hors de leur majorité, mais ils ont demandé 2 ministères, la justice et l'école. Et maintenant, ils produisent des islamistes. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je m'emporte parfois contre les miens, pas tous les gens qui sont dans les réseaux. J'ai pas de réseau, mais on me le dit. Il veut plaire aux Français. Je comprends pas. Je suis coupable d'un roman et les autres sont innocents de 200 morts. Je ne comprends pas le renversement de l'ordre du monde. Ce n'est pas moi le coupable. Moi, je n'écris que des romans. On peut les lire, les jeter, les oublier, les offrir ou pas, mais je ne suis qu'un écrivain. Je suis un homme de fiction et de conviction. Et donc, pour moi, le plus important, je l'ai dit hier pour ceux qui ont vu, si j'ai à choisir entre les gens qui prennent Dieu pour leur ancêtre et les gens qui prennent leurs ancêtres pour des dieux, moi je choisis mes enfants. Clair, net et précis. C'est mon drapeau, ma racine, mais le sens que j'ai pour la vie. Sinon, il ne fallait pas avoir des enfants. Il faut assumer. Jusqu'au bout. Camus, dans L'homme révolté, disait que la grande question, c'est la question du suicide. Soit on vit et on assume, soit on se suicide. On ne va pas passer 90 ans à geindre. Il faut assumer dans la vie. La vie, c'est comme un restaurant. Très beau restaurant. On y entre, il y a un menu, et on commande en fonction de ce qu'on veut, et on peut payer. Si on est incapable de payer, il faut sortir. Merci Kamel Daoud pour cette conversation. Maintenant, on va donner la parole au public. Et au préalable, on va peut-être vous applaudir. La parole est donc à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Madame. Je sais pas. Je pense pas que c'est une question, mais merci, Monsieur Daoud. J'ai lu tous vos livres. Celui-là, je l'ai terminé avant-hier. Et quand je l'ai fermé, j'ai dit « Ah la vache !» Et alors, évidemment, c'est pas vous la vache, mais... Il n'était pas sacré. Parce que j'ai... Enfin, je sais pas, c'est une tornade, c'est... Bon. Il y a quand même, à la fin du livre, il y a une scène que j'ai pas du tout comprise, je pense. C'est quand elle rencontre cet imam maigre dans cette espèce de mosquée. Et alors, est-ce que... J'ai pas su, en fait, sur quel ton vous dites ça. Est-ce que c'est une... Alors, bien sûr, il y a une partie de caricature ironique, sans doute. Mais je ne sais pas, cette scène m'a échappé. Et j'ai trouvé absolument formidable que vous écriviez pour une femme, en fait, que vous écriviez avec une voix de femme. Et dès la première page, j'ai dit quand même, quelle audace. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. J'ai trouvé ça formidable. Voilà. Merci. Je vous en prie. Écoutez, je suis heureux qu'à la fin, la lecture peut mener vers une confusion sur cet imam, etc. Oui. Je le voulais. Et puis là. Je le voulais. On ne sait pas vers la fin si c'est lui ou c'est son frère, c'est qui est le tueur, Ah oui, c'est ça. il y a les jumeaux. Parce qu'il n'y a pas une fin nette de cette histoire-là, il n'y a pas une fin claire. Ils sont jumeaux, lui il accuse son frère de folie d'avoir tué, son frère de l'autre côté, et on ne sait même pas si c'est son frère ou pas, mais je voulais une fin confuse. Si l'histoire était claire, ça aurait été autre chose, mais l'histoire ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Ce qui en sort à la limite, c'est qu'on n'a pas une explication, mais on a le choix d'une femme de donner vie. Et c'était mon idée, c'est qu'à la fin, elle donne vie. L'explication, ce sera pour un historien, ou pour un tome 2, ou pour autre chose. Mais il n'y a pas d'explication, et je ne veux pas. Et je n'aime pas les romans qui finissent sur une explication définitive. Ça s'appelle un livre sacré, je m'en méfie. Madame, il y avait une question. Levez-vous et parlez bien fort, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas vous amener le micro, hélas. Alors, je suis très émue. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, je suis journaliste. Je suis de la génération de la guerre civile. Donc,
père était journaliste menacé et moi je suis d'Alger. Donc je suis très surprise de ma réaction parce que j'ai l'impression de rencontrer une autre partie de moi que je n'ai jamais connue et j'avais quand même un oubli forcé, une amnésie forcée. Jusque-là, j'ai 47 ans et waouh, c'est comme si qu'il y a un truc qui s'ouvre en moi et qui se libère et l'Algérie pour moi c'est resté une sorte d'un chez-soi un peu lointain, un peu et donc voilà, merci. Écoutez, je suis désolé pour ça, mais... Non, il n'y a pas... Non, au contraire, il y a un truc qui se libère. Oui. Oui. C'est incroyable, mais depuis que je fais les libraires, j'ai toujours, je disais tout à l'heure, il y a toujours 3 ou 4 personnes qui arrivent en pleurant, en me disant ça fait 20 ans que je n'en parle pas, et ça vient. Je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un écrivain, c'est de lui dire que son histoire continue, et qu'elle provoque d'autres histoires. C'est très touchant, ça m'émeut, et c'est ainsi, je pense qu'il y a d'autres peuples qui ont vécu ce silence sur soi, après les camps, après les exterminations, après les génocides un peu partout. Et c'est ainsi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on en parle. C'est pour ça que parfois je m'agresse des réactions de certains, mais je comprends, au fond je comprends. Les gens se défendent comme ils peuvent. Certains disent que je fais ça pour plaire, d'autres ils disent que c'est pas vrai, d'autres ils disent non. Mais au fond, on le sait tous, ça s'est passé. Ça s'est passé ainsi, on n'en a pas parlé, et c'est douloureux. Et je crois que c'est partie. Moi, quand je finis ce roman, j'en ai pleuré. Alors, c'est pas par émotion, dans le sens, etc. J'écris en arrivant en France très très vite, etc. J'écrivais dans les bistrots, j'écrivais un peu partout. Pourquoi j'en ai pleuré? C'est pas parce que l'histoire est triste, au contraire, parce qu'elle finit sur de la joie. Vous savez que le premier titre de ce roman, tel que je l'ai imaginé, s'appelait Joie. Et parce qu'à un moment, on découvre quelque chose qui s'appelle la vie. C'est très dur pour beaucoup d'Algériens, parce qu'on a été éduqués au mortifère, à avoir dans la mort une valeur absolue. Jusqu'à maintenant, X est shahid, martyr, comme si c'était... Nous hiérarchisons les morts. Il y a les morts des autres, il y a les shahids, les martyrs chez nous. Donc c'est pas la même chose. Et nous reprochons à l'Occident de hiérarchiser la vie. Alors que nous faisons la même chose par les morts, nous hiérarchisons les morts. Un mort, c'est un mort, c'est une perte. Pour qui que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui l'a perdu. Et donc, j'aimerais tant que ce roman ne soit que le début du récit. Qu'il y ait des historiens, qu'il y ait des filles. Il y a certains qui m'ont dit oui, mais la presse française vous présente comme quelqu'un qui a brisé un tabou. Il y a eu 4 films et 2 livres. 4 films et 2 livres pour 250 000 morts et 1 million de déplacés. C'est quand même une leçon qui reste à faire, qui reste à dire. Donc je comprends ce que vous dites. Je comprends votre émotion. Il y a les Milan aussi. J'ai une question, hein, peut-être que on va aller jusqu'à vous. L'arrière de la salle vous entendez. Merci, monsieur Kamel. Votre rhétorique, votre discours est teinté des mots comme le néant, la mort, l'absurde. Alors, je vais vous demander si vous avez une influence heideggerienne en parlant du néant et que la question de la mort en Algérie n'est-elle pas consubstantielle à des concepts eschatologiques, philosophiques, paradisiaques? Si on tue, on doit aller au paradis. Est-ce que c'est ça qui anime le peuple là-bas, en Algérie? Pas le peuple, les islamistes, oui. Bon, islamistes. Je vous dirai ce que je dis à Krabnarieur, c'est-à-dire la question est tellement belle que je n'ose pas la cacher par ma réponse. Merci. Écoutez, je ne pense pas que ce soit spécifique à un peuple, une culture, etc. Il y a des moments où on choisit la mort en valeur, il y a ce que je disais au début, il y a des moments où on choisit la vie. Pour le moment, ça se passe ainsi. Je crois que l'idée de paradis dévalorise la vie, effectivement. Et c'est quelque chose de... Comment dire? Ça inverse. Un jour, j'étais dans une école algérienne. Il y a quelques années, je venais de publier Meursault. Et je suis invité dans une école à Alger, école privée.
qui avait subi une fermeture décidée par le régime, parce que les conservateurs et les services contrôlent le ministère de l'Éducation, etc. Et les écoles privées, c'est là où on enseigne un peu les élites, un peu émancipées, les classes moyennes, etc. Donc de temps en temps, on ferme. Donc après 6 mois de fermeture, 1 an ou 2 ans, je suis invité à donner une conférence en Meursault à des écoliers. J'arrive et je suis invité à prendre un café d'abord avec la proviseure. Je la vois et la pauvre, elle tremblait. Parce que c'est dit, le moindre mot, c'est encore 6 mois de fermeture. Et elle, à petite touche, elle me disait, pas de discours politique, etc. Et moi, je lui expliquais, bon, rassurez-vous, je suis écrivain, je peux parler à des gamins, et j'aime bien. Et après, j'entrais dans la salle, il y avait à peu près 200 élèves. Et derrière moi, il y avait tous les enseignants qui étaient là, proviseurs, et je sentais la crainte et tremblement. Et je savais que c'était filmé, surveillé, etc. Et arrive le moment fatidique où un des enfants me dit, dans votre roman, vous dites que Dieu c'est une question, c'est pas une réponse. Comment vous pouvez l'expliquer? J'ai senti la terreur. Je me suis dit comment à la fois être sincère et sauver l'école. Donc je pouvais dire vive le communisme, vive la FLN, je pouvais faire ça, c'est pas un problème. J'ai essayé de trouver des images. Tout ça pour vous dire que votre question est très importante, mais je n'ai pas cette culture pour y répondre sur Heidegger et sur le reste. Je suis un autodidacte qui a lu ce qu'il a pu et qui a volé à la langue française ce qu'il a pu. Donc, vous allez me poser la question, qu'est-ce que j'ai répondu? Je sais. Je suis bon conteur sur ça. Et donc, je lui dis, écoute, tu entres dans une grande salle de cinéma, magnifique, et tu es tout seul. Et on te propose 2 films. Un film dont tu connais la fin, et un film dont tu ne connais pas la fin. Et tu choisis lequel? Il m'a dit, le film dont je ne connais pas la fin. J'ai dit, c'est ainsi la vie. Madame. Pardon. J'ai 3 questions à vous poser. Vous avez dit en 2005, on appelle à voter oui ou non. À quelle question? La deuxième question serait, je me suis posé la question pourquoi les islamistes avaient l'air dans votre discours de tuer beaucoup les ruraux. Or, il me semble que les ruraux ont voté pour eux. Enfin, ma troisième question, c'est pourquoi les islamistes haïssent les femmes. Je vais commencer, je suis un peu fatigué, parfois je pleure. La promo c'est dur. Pourquoi les islamistes haïssent les femmes? Bon, comme tout le monde, je me pose la question. Je crois que les intégristes, en règle générale, ont un rapport trouble avec les femmes. Que ce soit dans l'horizon judaïque, musulman ou ailleurs, l'Occident il a quand même des siècles derrière lui où la femme a été, dès le début d'ailleurs, dès le début, dès les premiers épisodes de fondation de la chrétienté, la femme elle est quand même, n'a pas un rôle très clair, etc. J'ai mes pistes, mais elles ne sont pas, peut-être elles ne sont pas, comment dire, définitives. Je me dis que la femme représente la vie, la première des choses. Donc eux, ils n'ont pas la vie. Je me dis aussi que quand on aime une femme, elle nous oblige à cet acte fondamental, c'est la désirer et se dénuder. Et quelqu'un qui se prend pour Dieu n'aime ni se dénuder, ni voir le désir en lui vers quelqu'un d'autre. Je me dis que ça rappelle la condition terrestre. À tous ceux-là qui se prennent pour des dieux, qui parlent au nom de Dieu et qui tuent au nom de Dieu, voici la femme. Et elle leur montre ce côté qu'ils essaient de se cacher à eux-mêmes. Le corps de la femme est notre miroir aussi, pour les gens qui désirent, dans un sens ou dans l'autre. Je me dis qu'il y a quelque chose qui leur renvoie à leurs conditions terrestres, alors que leur délire leur renvoie à une condition céleste fantasmée. Peut-être c'est ça. Pourquoi les ruraux? Alors qu'ils avaient voté pour eux. J'ai écouté beaucoup de récits de témoins qui disaient exactement la même chose. Nous avons voté pour eux parce que le régime, le parti unique, etc., c'était ce qu'on appelle un vote sanction. Vous connaissez ça en France maintenant. Et après, on a vu que c'était autre chose. Les ruraux, parce qu'ils les ractaient. Parce que les ruraux refusaient de donner la dîme. J'ai écouté beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages disant on ne donne pas la dîme.
il y avait aussi cette obsession des rapts des femmes. Donc ils ne pouvaient pas kidnapper des femmes en ville. Donc dans le bureau rural, c'était plus facile d'attaquer un village. Un village de 200-400 personnes, c'est ainsi. Donc c'était plus... Et puis il y avait quelque chose de punitif. Parce qu'au début, les ruraux avaient voté pour eux, et à un moment, ils leur disaient non, niet. J'ai écouté des histoires bouleversantes sur ce niet. Des gens qui disaient à un moment, on a compris que c'était des gens qui nous tuaient. Qui n'avaient aucun lien ni avec la religion, ni avec quoi que ce soit. J'ai écouté des histoires qui étaient... Un jour, une femme qui dit, je vais l'écrire un jour peut-être, maintenant pour moi, toute fête est une fête des morts. Parce que ils sont descendus les voir des montagnes, ils leur ont dit, on veut, chaque habitant paye tant. Les gens ont dit non, on n'a pas d'argent. Ils ont dit si, vous avez de l'argent, ils ont dit non. Ils ont dit d'accord. Arrive le jour de l'Aïd, le jour de la fête, on achète beaucoup d'habits pour les enfants. Et ce jour-là, toutes les familles avaient quand même un peu de sous, ils ont acheté des habits pour les gamins. Le jour même, en fin de journée, ils sont descendus des montagnes, ils ont exterminé tout le monde. Ils leur ont dit, vous aviez de l'argent parce que vous avez acheté des habits neufs. Et cette femme dit, depuis ce jour-là, quand je vois des enfants habillés de neuf, je suis effondré. C'est ça la guerre, l'inverse des valeurs. L'autre question, la première, je l'ai perdue. À quelle? Vous avez dit les ruraux. 2005. Ah oui, en 2005, Quelle était la question? quel était le oui ou non à quelle question? À quelle question? Ah, la question, vous êtes pour ou contre la paix? Quelle paix? Ben justement. Justement, vous pouvez trouver ça soit dans les archives, etc. À la limite, même les partis d'opposition étaient coincés. Parce qu'ils n'ont pas appelé à voter contre, ils se sont, je me rappelle certains partis démocrates qui ne se sont pas prononcés. Parce que là, c'est échec et mat. En termes de propagande, vous n'allez pas voter contre la paix. Personne ne le fera. Donc c'est ainsi. C'est ainsi. Il y a des votes qui parfois en démocratie on dissout un parlement, en dictature on dissout tout un peuple. Et quel a été le résultat? À votre avis, 99%. On peut accueillir une dernière question. Kamel Daoud l'a dit, il est un peu fatigué et on comprend avec toute cette promo. Pour revenir sur le statut, pour revenir sur le statut de la femme actuellement en Algérie, on sait comment il régresse. Est-ce que, d'après vous, il y a un espoir de renouveau? Est-ce qu'il y a un espoir de renouveau par rapport au statut de la femme actuelle qui a tendance à régresser? Difficile. Désespéré, c'est quand même... Moi, j'aime pas désespérer parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire du temps qui reste à vivre. Donc, il vaut mieux le peupler par des croyances, des illusions, de la foi plutôt que désespérer. Parce que bon, on peut désespérer vers la fin et encore. Quand on meurt, on a tout le temps. Mais pour moi, je ne suis pas quelqu'un d'ailleurs qui est en odeur de sainteté pour beaucoup d'intellectuels dans les grandes capitales des pays arabes et surtout maghrébines. Parce que pour moi, c'est très simple. Tant que l'école ne change pas, l'avenir ne change pas. Les gens me posent des questions ici sur... J'ai refusé de répondre sur les questions politiques, les élections. Ça, c'est rien. Posez-moi des questions sur l'école algérienne. C'est là où ça se passe. Vous posez des questions sur un palais présidentiel, sur des élections, ça, c'est rien. Ça, c'est la conséquence, la lointaine conséquence de... Et donc, tant que l'école ne change pas, tant que l'offre culturelle ne change pas, tant que... Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Un jour, on est parti pour faire les petites librairies d'Oran pour trouver des livres de contes pour notre fils petit. Tout en arabe. Et quasiment tous les livres de contes pour enfants étaient islamistes. Pas musulmans, pas islamiques, islamistes. L'offre éditoriale, il la contrôle. Quand vous ouvrez votre télévision, nous on était une génération, vous vous rappelez, Canal+, M6, etc., c'était accessible. Et quand vous ouvrez maintenant les chaînes de télévision, quand vous voyez qu'il y a quand même plusieurs chaînes de dessins animés islamistes, ils sont intelligents. Alors, vous me parlez d'espoir. Oui, l'espoir commence par la lucidité. Et ce que je reproche beaucoup à mes pères, c'est le déni. À partir du moment où on reconnaît l'échec, ce n'est plus un échec. À partir du moment où on se dit l'état des lieux est ainsi. Nous avons échoué en tant que progressistes et démocrates. Nous sommes devenus des petites sectes qui s'entretuent idéologiquement, éditorialement. Et notre préoccupation, c'est de penser contre l'autre plutôt que de penser pour pouvoir sauver l'autre. Ça, on ne peut pas avancer. Le moment, c'est que eux, ils avancent. Nous, nous reculons. Un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et que l'enjeu est culturel. Ce n'est pas stigmatiser l'autre. Au contraire,
Moi je le répète souvent, mais ça on ne le réalise pas, il faut sauver les musulmans des islamistes. C'est clair, on ne peut pas gagner la guerre si on ne dissocie pas les deux, d'une manière ou d'une autre. Et les gens ont droit à des croyances, mais les gens n'ont pas le droit d'imposer leurs croyances aux autres. Et je crois que chaque fois que je vois quelqu'un qui veut prêcher, je me dis, c'est un incroyant. Parce que quelqu'un qui est convaincu de sa croyance n'a pas besoin de prêcher. Il vit sa foi pleinement. Mais quelqu'un qui est dans l'inquiétude absolue, ben, il a besoin de l'unanimité. J'avais écrit un texte il y a très longtemps, que je répète, que j'aime beaucoup, ça m'arrive. J'ai appelé ça le pari pascalien islamiste. Il peut être n'importe quelle religion. Vous savez, le pari pascalien, je crois, si c'est vrai, je gagne, si c'est faux, je ne perds rien. L'islamiste ou l'intégriste religieux, il dit, je crois, et vous devez croire avec moi. Parce que si c'est vrai, on gagne tous les deux. Si c'est faux, je ne perds pas tout seul. Donc, pour le moment, il y a des femmes qui se battent. Vous me dites, dans le Maghreb, etc., regardez ce qui passe en Iran. Le jour où j'ai publié ce roman, dans la même semaine, les talibans, ils ont promulgué des lois pour interdire aux femmes de parler à voix haute. Il n'y a rien de métaphorique. Donc, à la fois, on peut voir dans la catastrophe, la fin du monde, comme on peut y voir une grande leçon de lucidité sur ce que nous pouvons faire et ce que nous aurions dû faire et ce que nous allons faire. Et donc, l'espoir, c'est ainsi. L'espoir, c'est pas s'asseoir et se lamenter, ni s'asseoir et ne rien faire. L'espoir, c'est se relever après l'échec. Et si nous voulons que la condition change, il faut que l'école et la condition de la femme changent. Et si nous voulons que ça change, il faut que nous admettions dès à présent que nous avons échoué. Parce que nous avons échoué. Mais nous sommes des êtres vivants, donc des êtres d'espérance. Nous construisons, nous bâtissons, nous nous endettons, nous enfantons, nous fabriquons, nous transmettons. Et c'est ainsi. Si nous étions vraiment désespérés, l'humanité aurait fini le jour où ils ont crucifié le Christ. Et puis c'est tout. Nous ne sommes pas des êtres capables de désespérer absolument. Mais nous sommes capables de parler de désespoir avec beaucoup de génie. Donc je voulais finir sur le mot espérance. Nous allons mettre un terme à cette rencontre là-dessus et je vous propose donc pour ceux qui le souhaitent de se faire dédicacer un ouvrage par Kamel Daoud. Merci de bien vouloir replier les chaises sur le côté pour faire de la place et merci d'être venu ce soir. Bonne soirée, au revoir.